je vais convier Madame la défenseure des droits, Émilie Bourgeat, sur ce temps de questions-réponses. Donc, déjà, merci aux participants, participantes, en tout cas du tour de table, pour les informations qui ont été apportées, pour toutes les informations qui ont été données. Et donc, comment on va procéder ? Simplement, un micro va circuler dans l'assistance. Pour les personnes qui souhaitent poser des questions, on vous invite à lever la main. Vous pouvez poser des questions visées ou des questions non visées. On prendra 2-3 questions qu'on notera et on y répondra par la suite. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me lève, peut-être. Alors moi, j'avais une question qui concerne monsieur le sociologue, mais je pense que c'est une question générale, en fait, qui est tirée d'une anecdote personnelle. Comme vous avez pu le constater, je suis femme et noire, 2 handicaps que je cumule. Et donc, j'ai été confrontée à une certaine forme de discrimination qui est latente, qui est ancrée dans nos esprits, en fait. Pour cela, je vais vous lister rapidement ma formation. Donc, je suis diplômée de l'École des hautes études politiques de Paris. J'ai un DESS en droit européen des affaires. Et 10 ans après, j'ai repris des études pour obtenir un Master 2 en droit public général. Suite à cela, naturellement, je cherche du travail. J'envoie mes CV. Mon nom à consonance africaine ne dérange pas, Diana Condé. Je suis contactée. J'ai un entretien qui est prévu. J'y vais, je me présente à l'accueil. Et là, j'ai une dame qui vient me chercher en fait à l'accueil et qui me dit venez avec moi, on va prendre l'ascenseur. Nous prenons l'ascenseur, on arrive au premier étage. J'insiste pour que vous compreniez que moi je pensais aller vers le bureau de l'avocat en question. J'arrive au premier étage et là elle me dit attention avec vos ongles ça va être compliqué. Donc là je comprends pas, je me dis bon peut-être qu'effectivement il y a beaucoup de travail sur un clavier, alors elle fait référence donc je ne dis rien. Et je rentre dans la première salle, donc elle me fait visiter une première salle. Une deuxième salle, je dis, ils sont sympas, avant de faire l'entretien, on me fait visiter les salles, c'est bien ça, c'est assez original. Et au bout de la troisième salle, je comprends qu'il y a un problème, en fait. Donc je m'arrête et je lui demande, je dis, écoutez madame, je comprends pas, pourquoi me faites-vous visiter les salles ? Elle me dit, pour le travail de femme de ménage, vous n'allez faire ici que les vitres, en fait. L'aspirateur sera fait par une autre personne. Et là, elle commence à m'expliquer, mais tout naturellement. Et c'était naturel pour elle. Je ne pense même pas que cette dame était discriminante, que c'était négatif dans sa tête. C'était normal. Je venais pour le poste de femme de ménage. Donc ma question, elle est globale, en fait. Comment faire pour déstructurer ce genre de discrimination latente, ancrée dans les esprits ? Est-ce que ça pourrait passer par une formation des professeurs, par l'éducation nationale ? Je suis accessoirement représentante de la députée Sandrine Morck. Je suis sa collaboratrice, elle est à Paris, donc elle m'a demandé de venir. Et j'en profite pour vous faire partager mon anecdote personnelle et vous poser cette question. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question sur laquelle on reviendra juste après. Peut-être une autre question dans l'assistance. Ici. Alors bonjour à tous, donc c'est pas réellement une question, donc moi je fais partie de la mission JAD et donc ce qui ressort beaucoup de nos interventions, c'est que la définition de la discrimination elle est peu connue ou mal comprise et donc je souhaitais du coup vous la rappeler. C'est un traitement défavorable dans une situation comparable sur un critère défini par la loi et du coup dans un domaine déterminé par la loi également. Voilà, merci. Moi, j'ajoute juste un truc, c'est que ce que je fais en classe, je suis aussi une JAD, c'est juste pour qu'on comprenne bien qu'il faut bien ces trois éléments. C'est comme une recette de pâte à crêpes, c'est-à-dire qu'on a 3 ingrédients principaux, et s'il en manque un, ça fait plus des crêpes. Donc s'il manque un élément, il n'y a plus de discrimination. Voilà. Merci au JAD pour le point info discret, qui je pense a mis tout ça bien dans la tête de tout le monde. Une autre intervention peut-être, avant qu'on passe au temps de réponse questions. Oui, bonjour. Ma question s'adresse à Madame la défenseure des droits. Spécifiquement, j'ai même fait un petit papier et tout, pour me rappeler. Déjà, j'aimerais vous dire que j'admire vraiment beaucoup votre travail, le travail de vos équipes, donc merci beaucoup pour ça. Et du coup, j'avais une question spécifique qui va être un peu clivante, un peu compliquée, mais je voudrais vous la poser quand même, profitant d'être là. Puisque j'aimerais attirer votre attention sur un sujet qui n'a pas été abordé durant cette table ronde et qui, de manière générale, on sans doute tombe dans l'angle mort des réflexions menées autour des discriminations et particulièrement dans le contexte des discriminations vécues par les jeunes.
Et je pense aux jeunes en fait qui travaillent dans l'industrie du sexe. Je travaille moi-même dans l'industrie du sexe, et particulièrement les jeunes racisés, migrants, sans papier, LGBT et ou en situation de précarité économique. Parce que, évidemment, les jeunes qui travaillent dans l'industrie du sexe sont fortement stigmatisés. Ils sont dans l'obligation de cacher leurs activités à leurs universités, à leurs proches. Ils ont des difficultés d'accès au logement en raison des lois en vigueur, etc. etc. Je ne vais pas faire la liste. Elle est très longue. Et je me demandais, la question que j'avais pour vous, c'est est-ce que le recours au droit commun et à la décriminalisation de la prostitution, c'est pas un moyen important aujourd'hui de lutter contre les discriminations, de protéger les personnes particulièrement exposées aux violences dans un contexte répressif? Merci. Merci beaucoup pour cette question. Une dernière question peut-être avant de passer au temps de réponse assez concis. Oui. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me donner la parole. Je suis Pierre-Olivier Viano, président du MEDEF Haute-Garonne. Permets juste de m'exprimer au nom des entreprises comme vous l'avez fait, merci beaucoup. D'abord pour vous féliciter pour ce baromètre, sa 14e édition. Malheureusement, je ne connais pas les précédentes éditions du baromètre. Je ne sais pas dans quelle mesure cette perception évolue et si elle évolue dans des proportions favorables à l'entreprise. J'utilise volontairement ce terme parce que j'ai parfois l'impression d'une forme de stigmatisation sur l'entreprise. Je suis désolé de le dire et de le constater un petit peu aujourd'hui. Il y a sûrement des erreurs, mais ce serait bien d'un point de vue méthodologique aussi de distinguer les grandes entreprises, des ETI, des PME, des TPE, des entrepreneurs individuels qui ont des attitudes qui sont parfois répréhensibles, certainement, mais qui sont aussi, malgré tout, le reflet de la société qui, elle-même, malheureusement, vote un petit peu trop à l'extrême droite. Donc là, c'est un jugement personnel, pardon. Mais il y a quand même des comportements vertueux en entreprise, des progrès certains. Je le sais, je le vois. Valérie Jimenez, dont vous venez de parler, est présidente déléguée du MEDEF 31. Elle a été élue par des adhérents, chefs d'entreprise, pour qui ces valeurs sont extrêmement importantes. J'ai moi-même été élu président du MEDEF 31 en portant ces valeurs-là dans ce programme. Des valeurs qu'on appelle un petit peu par synthèse aujourd'hui EDI, égalité ou équité, diversité et inclusion. Voilà, ce sont des postes qui sont en cours de création dans les grandes entreprises, notamment aux États-Unis et au Canada, qui commencent à apparaître en France. Et évidemment, cet acronyme, je le connaissais par cœur, il a suffi que je prenne la parole devant vous pour l'oublier. C'est parfait. En tout cas, je voudrais, Madame la Défenseure des droits et chers amis toutes et tous, que la parole des entreprises ne soit certainement pas oubliée, que oui, il y a des erreurs, des attitudes qui sont encore une fois parfaitement répréhensibles, mais que nous luttons contre celles-ci, et qu'il est absolument hors de question que l'entreprise soit un lieu d'expression d'une opinion politique, encore moins d'une opinion religieuse, et que l'entreprise progresse dans un sens positif pour la société. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. On peut l'applaudir, effectivement. On va passer au temps de réponse. Vous vouliez peut-être répondre à la première question, Monsieur Cortesero. Oui, concis. Le micro, on avait un autre micro, je ne sais plus. Il a disparu. Non, si. Oui, bien sûr. Oui. Alors, allez. Donc oui, en quelques mots. Alors évidemment, je n'ai pas de solution par rapport à la mauvaise éducation, madame, de la personne qui vous a reçu dans l'entreprise où vous postuliez et qui vous a pris pour une femme de ménage. Mais justement, je crois que poser la question en ces termes-là, c'est pas anodin, parce qu'en réalité, énormément de pratiques discriminatoires opèrent par les pratiques de socialité ordinaire. Et au fond, ce que vous décrivez, c'est de la malpolitesse. C'est-à-dire au sens où la personne en question n'a pas anticipé son propre stéréotype, etc., n'a pas eu cette prévention. Voilà. Et je crois que dans les questions de discrimination, on n'investit pas assez cette question des principes de civilité qui nous font interagir et qui sont des véhicules massifs de transmission de pratiques discriminatoires à tous les niveaux. Je veux dire, un entretien de recrutement, c'est une situation de civilité. Voilà. Et donc les formes de civilité elles-mêmes doivent être questionnées sur les risques discriminatoires qu'elles incluent. Voilà, forme de civilité, stéréotypes, préjugés. On peut peut-être passer à la deuxième question.
Alors, le micro, je vais vous le prendre. Je vais laisser la réponse à la défenseure sur la deuxième question. Je veux bien d'abord réagir sur ce qui vous est arrivé, madame. C'est insupportable. C'est la première chose à dire. Et vous racontez quelque chose qu'a vécu mon assistante quand j'étais à RFI, quand j'étais journaliste, et qui s'est arrivé à RFI même. Elle est remontée, mais elle était en colère, humiliée. Enfin voilà, je veux vous dire que je trouve que c'est insupportable. La deuxième chose, c'est que je suis contente, vous travaillez comme attaché parlementaire, c'est ce que je comprends. Donc bravo. C'est la deuxième chose, mais vous avez dû vous battre. Mais j'entends l'humiliation que ça peut être. C'est pas que ce soit humiliant d'être femme de ménage, mais vous, c'était pas le poste que vous briguez. Donc voilà, je voulais d'abord vous dire ça. Et bravo. Sur la question du regard qui est porté sur les personnes, sur l'industrie du sexe et les personnes qui travaillent. D'abord, merci pour vos compliments qui vont droit au cœur de l'institution, où les personnes qui y travaillent, que ce soit nos délégués, chefs de pôle régionaux, les juristes au siège, essayent effectivement de faire au mieux, et ça ne vous a pas échappé, que nous sommes de temps en temps attaqués. Donc on veut bien aussi les compliments parce qu'on en a aussi besoin pour avancer. Et après, vous posez une question qui est éminemment complexe, c'est le regard que la société porte sur vous, porte sur des gens qui peuvent mener des vies différentes, être plus en difficulté. On parlait d'intersectionnalité, oui, il y a un cumul de discrimination là sans aucun doute. Et je pense qu'il y a vraiment besoin d'un changement de regard, mais assez général de la société sur l'autre, celui qui est différent, et qu'on a un sacré travail à faire dans ce domaine. Et du coup, ça me permet de faire le lien que vous ne voyez pas forcément au départ avec le MEDEF, mais évidemment que toutes les entreprises ne discriminent pas. Mais d'abord, je trouvais que ça fait du bien de se rencontrer là. Alors, on voit des situations difficiles, mais madame, bravo, parce que vous vous battez. Donc oui, ça a été difficile pour vous et c'est difficile pour vous, mais vous vous battez. Donc je trouve que c'est aussi la preuve d'une sacrée énergie. Et puis voir à la fois les missions locales et puis des entreprises aussi qui cherchent à bien faire, ça prouve qu'il n'y a pas de fatalité, ça prouve que c'est pas général. Mais évidemment, nous, on est à un poste où on voit ce qui ne va pas. Donc moi, je vous fais remonter les difficultés qu'on observe. Mais nous dialoguons d'abord avec le MEDEF au niveau national, nous dialoguons avec les entreprises, que ce soit les DRH, on a un comité d'entente sur ces questions-là, emploi, on a aussi un comité d'entente, enfin un comité de liaison logement, où on dialogue avec les bailleurs sociaux, les agences de location, parce que c'est indispensable. Et donc je suis assez d'accord avec vous, plein de gens cherchent à bien faire. Un certain nombre de personnes n'ont pas connaissance, et je trouve très sympa là, les jeunes jades qui nous redisent bien ce qu'est une discrimination, parce qu'on a aussi du travail à faire. Moi, je l'avais dit au début, je suis sûre qu'Émilie l'a redit pendant la présentation du baromètre, mais il y a besoin vraiment d'expliquer ce que sont les discriminations. Donc, il y a beaucoup de gens qui cherchent à bien faire. Il y a encore des difficultés. Il y a encore une partie de discrimination où je pense que les gens ne réalisent pas ce qu'ils font. Et ont besoin qu'on leur explique que c'est illégal. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, par la médiation, on obtient des résultats. Enfin, c'est ce qui vraiment nous frappe avec la création de la plateforme antidiscrimination qui nous rend plus visibles. C'est à quel point on peut avancer par la médiation. C'est-à-dire qu'il y a de temps en temps des employeurs. On a eu un exemple très concret d'une personne de 50 ans qui postule à un emploi et vraiment l'employeur lui dit ah, « vous êtes trop âgé ». Du coup, le réclamant se retourne vers nous et dit « mais qu'est-ce que je peux faire ?» Un coup de fil de notre juriste à l'employeur qui dit bah, « écoutez, ça s'appelle de la discrimination. » La personne a été reçue pour un entretien, a été embauchée. Donc oui, et je pense que l'employeur n'avait pas réalisé qu'il n'a pas le droit de faire ça, puis qu'en fait, peut-être que il rate une chance pour lui-même, pour son entreprise, et en l'occurrence, apparemment, la personne fait tout à fait l'affaire. Donc on a un travail d'information, de formation, d'expliquer ce qu'est une discrimination, en quoi c'est délétère pour la société et en quoi la diversité est une chance. Et moi, j'aimais bien ce que vous disiez, oui, avoir des jeunes autour de soi, enfin, moi, j'en ai besoin aussi dans l'institution, c'est important, on a besoin de regards différents, de savoir comment les autres pensent. Donc, c'est aussi une chance, cette diversité. Et je sens que vous vouliez aussi rajouter quelque chose. Un complément très rapide. Par rapport à la question qui a été posée, justement, savoir comment les entreprises pourraient faire pour éviter la discrimination, en l'occurrence concernant l'embauche qui a été évoquée. Encore une fois, ce qui est très important à mon sens et d'après mon vécu en entreprise, c'est de pouvoir être en réseau. Je vais volontairement sortir l'exemple du MEDEF, on le met de côté.
Vous avez aussi quantité de réseaux, de clubs d'entreprise au niveau très local. Nous, on est encore une fois au Eurocentre, nord de Toulouse. On a un club, bon, il s'appelle Réseau, c'est pas très original, c'est pas grave. Mais il a le mérite d'exister. Ça sort les entreprises de leur autarcie, notamment sur ce sujet, et ça permet d'avoir des matinales, par exemple, donc autour de certains thèmes. Et c'est en prêchant, si j'ose dire, au quotidien, et même une fois par trimestre, semestre, comme je disais tout à l'heure, qu'on arrive à déclencher certaines initiatives. Et l'intérêt de ces réseaux d'entreprises, c'est que ça marche pour les entreprises de 5000 personnes, comme pour des entreprises de 2 personnes, donc tout est possible. Cet aspect de sensibilisation, je laisse compléter peut-être Madame Bourgeat sur la question qui a été posée. Je voulais juste compléter sur un ou deux points précis par rapport à la question que vous avez posée, sur la question de l'évolution des discriminations et de l'influence de la taille de l'organisation. Désolée. Alors pour la question de l'évolution, là je vais vraiment m'appuyer sur le baromètre et puis peut-être sur deux, trois études complémentaires. C'est assez compliqué parce qu'en fait on n'a jamais les mêmes protocoles, les mêmes méthodologies de collecte, donc c'est toujours très délicat et tout ce que je vais dire est à prendre avec beaucoup de prudence parce qu'on analyse des enquêtes dont le processus en fait de collecte est légèrement, voire complètement différent. Pour le baromètre, c'est le cas. Mais l'an dernier, on a réalisé une édition qui visait à comparer certains indicateurs dans le temps, notamment avec une précédente édition du baromètre qui avait été réalisée il y a 8 ans. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'effectivement, il y a une légère diminution de quelques points, de 7 points, mais c'est très léger. Et que globalement, les discriminations restent, somme toute, massives. Par contre, le fait d'être témoin augmente. On a beaucoup plus de personnes qui rapportent avoir été témoins de discrimination, donc dans l'emploi. Mais ça à prendre avec beaucoup de précautions et surtout qu'il y a d'autres études sur certains critères où il y a aussi une évolution différentielle selon les critères. Il y a une étude notamment qui nous permet d'avoir des comparaisons, des points de comparaison, c'est l'étude de Théo qui avait été réalisée et qui permet de voir qu'entre 2008 et 2016, par exemple, on a une évolution, on a une augmentation, par exemple, très importante des discriminations liées à l'origine et à la religion. Et voilà, beaucoup plus importante sur 8 ans. Donc voilà, tout ça est compliqué à établir, mais en tout cas, on a quelques indicateurs qui montrent ces deux tendances. Sur la taille de l'organisation, on a réalisé un baromètre il y a longtemps maintenant, puisque c'était en 2013, avec un petit module spécifique qui essayait de comparer justement les taux de déclaration des discriminations selon la taille de l'organisation. Et effectivement, ça a montré qu'en tout cas à cette époque, peut-être qu'il faudrait réactualiser les données, mais qu'il n'y avait pas d'effet de taille de l'organisation. Là, c'était dans le privé. Hein. Et par contre, il y avait un besoin d'accompagnement vraiment pour les plus petites structures. C'est-à-dire que les signalements de discrimination ont besoin d'accompagnement sur les signalements, sur le traitement en interne des discriminations. Mais ça date de 2013, c'est des données, donc voilà. Merci. Peut-être un dernier tour de questions dans la salle. On en a 1, 2, 3, 4, ça arrive. Bon. Alors, bonjour. Aussi, je voudrais remercier la Défenseuse des droits et évidemment l'institution de défense des droits pour le travail qui a été fait, notamment sur les discriminations. Aussi, évidemment, soutenir le STRAS parce que c'est un énorme boulot qui est accompli par ce syndicat vis-à-vis justement des luttes pour les droits des travailleuses du sexe. Je voudrais juste revenir sur le fait que potentiellement, enfin, il y a eu quelques petits... je voudrais juste poser une question à la mairie, dans le sens où quel est son véritable but, dans le sens où on voit depuis quelques années la baisse des subventions vis-à-vis des associations qui luttent justement pour les discriminations vis-à-vis des luttes LGBT. Et à ceci près aussi les tentatives, on va dire les difficultés qu'il y a eu à organiser les marches des Pride lors de 2019 et de 2021 sous des contextes évidemment différents, le premier pour les Gilets jaunes, le second pour les manifs anti-pass sanitaire, si je me souviens bien. Ce serait juste avoir un petit point
Juste une question à la mairie, c'est tout. Je me permets de répondre d'ores et déjà, c'est-à-dire que là, les personnes de la mairie ne sont pas présentes. Mais on peut refaire remonter cette question et fournir une réponse, pas de souci. Une deuxième question peut-être dans la salle qui avait été posée devant, oui. Bonjour. Bonjour. Ma question ne va pas être aussi élaborée que les autres, peut-être. J'ai 19 ans, je suis étudiante en psychologie, en 2e année. Et en fait, moi, je suis atteinte d'une maladie chronique. Et du coup, je travaille à côté de mes études. Je fais des petits travails. Et c'est vrai que plusieurs jours par mois, cette maladie, elle m'empêche de me lever, de mener ma vie, quoi. Et du coup, il y a toujours la question, quand j'ai un travail, de à quel moment je dois le dire? Est-ce que je dois le dire? Parce que je suis pas reconnue handicapée par l'État, on va dire. Donc, est-ce que quand j'arrive à un entretien, par exemple, là, mon dernier travail, je ne l'ai pas dit que j'étais malade parce que j'avais peur, en arrivant à l'entretien, que si je le dis, du coup, je ne sois pas prise. Et si je le dis après, que du coup, je ne sais pas, soit je sois licenciée ou qu'on me traite différemment, ou je ne sais pas. Et du coup, c'est vrai que c'est... Comment on fait quand on est comme ça voilà. Merci pour la question qui était très très bien. Une autre question avant de finir sur le temps de réponse assez bref. Là, alors, il y aura ici Madame Boukari, devant, derrière. Oui, donc Zaya Boukari, je suis responsable à la mission locale Haute-Garonne et je travaille sur la thématique des discriminations. Pour revenir sur l'orientation, j'aurais aimé savoir s'il y avait des travaux qui étaient conduits avec l'éducation nationale, où ça en était, est-ce qu'il y a beaucoup d'interpellations, parce qu'on voit bien que les discriminations arrivent très tôt au niveau scolaire, et que il faudrait effectivement, là on parle des entreprises, mais les entreprises, bon, on est dans le curatif, si on pouvait arriver assez tôt dans l'éducation nationale pour qu'effectivement on évite ensuite d'avoir des jeunes qui, on l'a redit, s'autocensurent, s'effondrent, et on a utilisé plein de verbes comme cela. Voilà, merci. Merci Madame Boukari. Okay. Moi j'avais aussi une question par rapport justement, oui, on parlait justement beaucoup on va beaucoup vers les entreprises, etc. Mais on rentre pas dans le côté après, c'est peut-être l'aspect psychologique qui rentre dedans, mais l'aspect plus de revenir vers la source qui serait qu'avant tout, on est éduqué dans un certain système en tant que tel, et peut-être aller vers, oui, comme elle disait, pardon, l'éducation. Et le truc c'est, est-ce qu'il y a, je sais pas, par rapport à ça, un contour avec peut-être de l'empathie ou autre là-dessus, parce que le problème ce serait pas plutôt de, justement, je prends le cas qui a été évoqué par la personne, qui est que lorsqu'on va à un entretien ou autre, si la personne enfin la capacité à se dire pourquoi c'est bien cette personne, juste ne serait-ce que la questionner avant d'entrer justement dans tout ce système qui a pu être lié justement aux stéréotypes qu'on a tous lorsqu'on fait face à un individu, et donc à cette conscience des stéréotypes. Donc je ne sais pas si ma question est très claire. D'accord. Très bien, merci. Voilà. Alors juste à côté, en suivant, ensuite on en aura une devant. Ouais. Bonjour, moi du coup je voulais savoir si en cas de discrimination dans les entreprises, quels sont s'il y a des peines encourues, et si oui, quels sont les degrés des peines, les degrés des peines pour chaque entreprise qui font preuve de discrimination envers une personne dans un entretien ou dans le boulot quelconque. Voilà. Merci beaucoup. Alors juste devant, madame. Bon, moi je suis membre du mouvement ATD Carmaux d'Occitanie. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit madame Boukari, que je connais, parce que l'école est un lieu de discrimination, je l'affirme. Et je donnerai un petit exemple pour montrer comment des personnes qui vivent ces discriminations osent en parler. C'est une maman dont la fille est malade.
donc obligée d'être au CNED. Et là, elle découvre, au bout de 3 mois, qu'on ne lui a pas versé la bourse d'excellence dont bénéficie sa fille. Elle prend l'initiative de téléphoner à Rennes, au rectorat de Rennes qui gère le CNED. Et elle interpelle ce rectorat et on lui dit dans les services « Ah mais c'est normal, c'est pas un dysfonctionnement pour votre fille. C'est comme ça tous les ans, on ne peut pas verser les bourses avant le mois d'avril. » Alors quand on sait, quand on vit en dessous du seuil de pauvreté, que la bourse, et surtout une bourse d'excellence, c'est une part importante du budget, c'est inadmissible. Ce que je voudrais dire, c'est que vous avez parlé des lanceurs d'alerte à un moment, dans vos discours. Voilà, nous avons des lanceurs d'alerte qui sont les gens les plus exclus et qui osent dire les choses. Et l'école, je crois qu'en effet, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler parce que l'école est malheureusement, on le sait, pour les orientations, vous avez évoqué ça, un lieu de discrimination. Merci beaucoup. C'est pas une question, excusez-moi. Il y avait aussi des réactions qui étaient bonnes à prendre, donc merci madame. Peut-être encore des questions? On va passer au temps de réponse, donc je vais passer le micro. Je vais te répondre. À madame la défenseure. Il y en a peut-être qui auront aussi des choses à dire. Alors, dire ou pas dire la maladie? Elle est dure, elle est très bien votre question, mais elle est dure. Parce que dans un monde idéal, on dirait qu'il faut dire. Mais franchement, on n'est pas dans un monde idéal. Donc moi, si c'était un conseil en tête-à-tête, je vous dirais franchement de ne pas le dire. Voilà. Et il sera bien suffisamment temps à un moment d'être obligé de le dire. Mais bon, ça c'est quelque chose, je dirais hors micro. Voilà, je ne sais pas ce qu'on peut dire. Mais sur la question de l'orientation sexuelle, scolaire, qui est un autre motif de discrimination d'ailleurs. Non mais sur la question de l'orientation scolaire, je suis très inquiète. Et ça fait vraiment partie des sujets qu'on est en train d'essayer d'approfondir au sein de l'institution. Parce que nous sommes, et vous l'avez dit en témoignage en début de table ronde, il y en a eu plusieurs sur, ben voilà, je voulais faire un bac général, on m'oriente parce que je suis issue de milieu précaire, on dit qu'il faut que je fasse quelque chose de simple. J'avais eu l'exemple, quand on avait fait notre convention des délégués, d'une jeune qui voulait faire du droit, et on lui a dit, ben, c'est très bien, tu vas faire du secrétariat, tu verras, il y a un peu de droit. Et elle voulait être avocate. Voilà, donc oui, il y a une vraie réflexion à mener là-dessus sur cette question de la réussite scolaire. Les 100 000 jeunes qui sortent sans aucune qualification du système scolaire tous les ans, c'est un échec de notre droit à l'éducation. Donc j'ai pas de réponse. Je trouve pas suffisamment d'études là-dessus. Mais ça demande qu'on s'y penche et à quel moment c'est vraiment des questions pour nous de droit et comment on peut faire évoluer les mentalités. Donc je peux vous dire, enfin ça vaut le coup qu'on reste en contact là-dessus parce que nous on voudrait avancer sur cette question-là. La question que vous posez, que moi j'entends, mais après chacun entend les questions comme voilà, sur un peu la question des sources de discrimination, comment on pourrait éduquer à la non-discrimination. Ce qui a été très frappant dans un des baromètres, et je pense qu'Émilie l'a dit tout à l'heure, c'est que dans le baromètre de l'an dernier, on a montré le continuum qui existe dans les discriminations. C'est-à-dire qu'en fait, dans les personnes qui avaient été interrogées, 99% disaient que ces discriminations avaient été précédées par des propos sexistes, racistes. C'est-à-dire qu'en fait, la discrimination, elle n'arrive jamais seule d'un seul coup. Elle est précédée d'un certain nombre de choses et de propos qui, en soi, eux, ne sont pas de la discrimination, mais aboutissent à la discrimination. Et donc, oui, ça passe beaucoup par l'éducation, l'information. Quand j'ai dit que c'est indispensable à la fois d'avoir un observatoire des discriminations, mais aussi de communiquer et de communiquer massivement pour expliquer ce que sont ces discriminations, pourquoi c'est délétère, pourquoi ça rompt nos principes républicains. Et je pense que la formation dès le plus jeune âge à l'école est indispensable. Et c'est ce que font nos JAD. Hein. Mais nos JAD, ils sont une centaine de JAD, ils n'arrivent pas à former tous les écoliers et les collégiens sur la question des discriminations. Mais il y a un vrai travail d'éducation à faire, d'information, de formation. On en prend notre part, c'est pas suffisant, il faut le faire de façon beaucoup plus large. Et puis, moi je voulais... Alors la sanction, la peine, eh ben, écoutez, elle n'est pas du tout suffisante, elle n'est pas dissuasive. Quand on va devant les tribunaux, alors au pénal c'est catastrophique, il y a 4 décisions dans l'année sur toute la France, et au civil il y en a plus.
mais avec des peines qui ne sont pas dissuasives. Et là, évidemment, nous on regarde un peu ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, ça fait un peu envie, parce que je pense que des peines plus lourdes sont certainement dissuasives. Et juste pour terminer, vous dire que c'est important de nous saisir. Vous avez des délégués qui sont là, il y en a plusieurs là qui sont au premier rang, et qui sont une porte d'entrée voilà, des réclamants. Vous n'hésitez pas à aller les voir, c'est gratuit. Enfin, je veux dire, allez voir un délégué du Défenseur des droits, c'est gratuit. Saisir le Défenseur des droits, c'est gratuit. Il y a le téléphone, le 3928, la plateforme antidiscrimination. Et faire cette démarche-là ne veut pas dire que vous allez forcément, je dirais, porter plainte ou qu'on appellera l'université. Enfin, tout ça se discute avec vous. Mais vraiment, moi, je peux dire qu'une chose, c'est qu'il faut nous saisir si on veut réussir à avancer dans ce domaine. Merci Madame la Quelqu'un veut Défenseure. peut-être compléter? Oui, Non, je sais pas. un complément sur les réponses. D'autres questions? Ça ira. Donc, une. Oui. Pas encore. Bonjour, merci à tout le monde. Moi, c'est plus une remarque, mais là, on est entouré pour parler voilà, des discriminations, mais on sort tout juste de la salle et en fait, on se retrouve face aux toilettes genrées et je pense que déjà là, ça pourrait être quelque chose à bouger un peu. Si vous voulez tout savoir, à l'institution du Défenseur des droits, les toilettes sont non genrées.